Bonjour à tous les matinaux, toutes les matinales qui sont là en ce vendredi matin, ce deuxième jour des amphis, pour cette conférence. J'espère que vous avez bien démarré les travaux depuis hier, dans le cadre de ces amphis 2021. Et je vous remercie d'être là à cette conférence, dont le titre affiché était un peu réducteur. Mais un titre, forcément, il faut faire des choix. Donc cette conférence s'intitule « Comment lutter contre les entreprises transnationales ». Et en fait, le vrai titre de cette conférence, ça pourrait être « Comment changer le monde au XXIe siècle et comment construire une internationale du XXIe siècle ». Alors c'est vrai que quand on prend le titre tel qu'il est, donc « Comment lutter contre les transnationales », d'abord on peut se demander « Mais pourquoi tu veux lutter contre ces entreprises ?» Qu'est-ce qu'ont fait ces entreprises? Parce que c'est vrai, ces entreprises, elles créent de l'emploi. Ces entreprises, elles répondent à un besoin. Grâce à ces entreprises, tu peux te faire livrer comme Amazon tout ce que tu veux quand tu habites au fin fond de la Vendée, par exemple. Et puis, tu es bien content de trouver un McDo n'importe où dans le monde, d'avoir, quand on a marre de manger des tapas en Espagne, tu sais que tu vas au McDo, tu vas retrouver le Big Mac qui a le goût de Big Mac que tu as l'habitude d'acheter à Toulouse. Hein. Donc, on nous dit, mais pourquoi lutter contre ces entreprises transnationales? Alors, on pourrait répondre aussi, en fait, si tu veux lutter contre les entreprises transnationales, c'est parce que c'est parce qu'elles ont réussi. Et vous, les Français, vous n'aimez pas la réussite. Hein. Vous avez un problème là quand les gens réussissent. Ou vous êtes jaloux, ou vous êtes communiste. Et puis l'argent, c'est mal chez vous, les marxistes. Donc c'est pour ça. Mais je veux dire qu'ici que, personnellement, j'en aurais rien à faire que Jeff Bezos soit l'homme le plus riche du monde si le fait qu'il accumule sa richesse n'avait pas un impact sur ses travailleurs, mais un impact sur nous tous et toutes. Et Jeff Bezos, c'est pas juste quelqu'un qui a pour objectif de faire de l'argent. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Vous avez certainement suivi cet été la conquête spatiale de Jeff Bezos, qui, avec deux autres patrons de transnationales, Richard Branson et Elon Musk, a décidé qu'il voulait aller dans l'espace. On pourrait se dire que c'est son loisir, mais non, c'est très important. Et c'est l'expression du fait que Jeff Bezos n'a pas juste pour objectif de faire un maximum d'argent, d'amasser les billets, mais Jeff Bezos a l'ambition d'être dans les livres d'histoire dans 10 ans, 20 ans, comme étant le roi du monde, de surpasser les États, de surpasser les gouvernements, d'être plus puissant que tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement du monde, qu'ils aient été élus démocratiquement ou non. Jeff Bezos, lui, en tout cas, n'ayant été élu par personne. Et cette toute-puissance, ce pouvoir, alors ça peut comme ça paraître complotiste, mais cette toute-puissance des entreprises transnationales qui ne sont pas juste des acteurs économiques, elle est déjà en œuvre. Ce sont des acteurs politiques, et c'est de ça qu'on va parler. Si on dit que la politique, c'est la vie de la cité, quand on fait de la politique, on est obligé, désormais, d'avoir en tête qu'on s'affronte non pas aux adversaires politiques institutionnels, au gouvernement en place, aux concurrents politiques, mais à ces acteurs politiques qui modèlent et qui façonnent la vie de la cité, qui sont les entreprises transnationales, qui remodèlent l'organisation de la société, qui remodèlent les rapports politiques et qui mettent en œuvre un vrai projet de société. Et donc, si on veut changer le monde, il faut construire les stratégies pour s'affronter à ce projet de société et pour porter notre projet de société alternative et pour s'affronter à ces entreprises transnationales qui sont des pieuvres. Leur projet, c'est quoi? Celui qu'elles mettent en œuvre, c'est un projet de destruction. Destruction des protections sociales, destruction du droit du travail, destruction des services publics et destruction de la démocratie. Tout ça en piétinant les lois, en s'asseyant dessus et en ayant trouvé les moyens d'établir et de rendre hégémoniques leurs propres règles. On en parlera avec nos intervenants, donc destruction du droit du travail, parce qu'elles ont su que ces entreprises, en retenant les leçons du XXe siècle, c'était problématique quand tous les salariés étaient sur le même site de production, qu'ils avaient le même contrat de travail, qu'ils pouvaient s'organiser les uns les autres. Ça posait problème parce qu'ils pouvaient peser dans le rapport de force et puis avoir leur mot à dire. Elles ont bien compris ça. Et donc dont on va discuter, c'est souvent le point commun entre ces entreprises. Leur stratégie repose sur l'éclatement
des travailleurs par des statuts différents, par des contrats différents, par des sites, des lieux différents. Des structures transnationales qui permettent d'échapper à l'impôt en utilisant le fait qu'il n'y ait pas d'harmonisation fiscale. Et donc, on évite d'apporter au pot commun l'argent nécessaire au paiement des services publics. On emploie des stratégies pour ne pas payer l'impôt. On joue sur le dumping social, toujours en jouant de la concurrence entre les États. On dilue les responsabilités, ça c'est des éléments qui reviendront aussi, en parcellisant les chaînes de production. On fait du chantage aux décideurs. Tout ça fait que la démocratie est en danger de mort. Pour reprendre encore l'exemple de Jeff Bezos, vous savez, il y a quelques mois, dans le cadre de la campagne Make Amazon Pay, dont on reviendra avec Pavel, on l'avait convoqué au Parlement européen. Comme quand le Congrès américain l'avait convoqué, Jeff Bezos n'a même pas daigné répondre, mettre les pieds au Parlement européen. Il n'est pas venu, il n'a même pas envoyé un sous-fifre. C'est dire si il méprise la démocratie. Il n'a même pas besoin de faire semblant parce que de toute façon, ces gens-là se sentent déjà plus puissants que les États. Alors comment on fait pour s'y opposer? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment on va s'organiser contre ce pouvoir des transnationales que le Covid a rendu d'ailleurs encore plus puissant? Le Covid a permis de faire franchir un pas supplémentaire dans la toute-puissance des entreprises transnationales. Comment on va s'organiser? Et là, je suis très honorée d'avoir autour de moi deux intervenantes et un intervenant qui, justement, ont déjà commencé depuis plusieurs années à mettre en œuvre ces stratégies. Et moi, il me semblait très important d'organiser, dans le cadre des Amphis 2021, où nous sommes des militants politiques, d'avoir un échange là-dessus, parce qu'il me semble qu'en tant que militant politique, c'est essentiel de prendre en compte de ces stratégies qui sont à la base pas des stratégies mises en œuvre justement par des organisations politiques, mais comme on va le voir avec nos intervenants, il me semble essentiel en tout cas d'occuper ce terrain-là à partir du moment où l'insoumission aspire à changer le monde, doit prendre en compte de tout ça. Donc on va parler d'abord, je vais vous présenter du coup les intervenants. À ma droite, Marielle Bencheboun du réseau REACT, qui, le REACT, le réseau d'action collective contre les transnationales, mène des campagnes depuis des années justement ayant pour but de fédérer les colères à l'échelle internationale. Elle nous expliquera de quoi il s'agit. Et surtout, le REACT était très impliqué dans la campagne mondiale qui s'est créée ces dernières années contre McDonald's. Contre McDonald's, voilà, vous connaissez tous, hein, de toute façon, des McDonald's, il y en a partout dans le monde, sauf que, Marielle nous l'expliquera, chaque McDo est considéré comme étant indépendant, ce qui permet à la transnationale McDonald's d'asseoir son pouvoir de façon hégémonique. Marielle, donc, que je connais depuis pas mal d'années maintenant, qu'on croise, qui est très active sur l'organisation des travailleurs à l'échelle internationale et notamment sur la question de McDonald's, donc, dont elle nous parlera aujourd'hui. À sa droite, Anne Dufresne. Alors Anne, on travaille beaucoup ensemble en ce moment au Parlement européen sur la question des travailleurs ubérisés. Anne est chercheuse au Gréséa, on va dire qu'elle a une double casquette de chercheuse et militante. Et elle a été une des principales animatrices dans l'organisation de la Fédération transnationale des coursiers avec l'Assemblée générale en 2018, de la première Assemblée générale des coursiers à deux roues, là encore, des coursiers à deux roues tout seuls sur leur véhicule avec des contrats de travail soi-disant d'indépendants individuels, des barrières énormes mises à l'organisation collective et pour autant, avec donc l'appui, sous l'impulsion de Anne, ils ont réussi à s'organiser. Il y a en cours, tu nous en parleras, hein, mais aussi cette prise de conscience que si on veut lutter contre les plateformes, eh bien, il faut s'organiser à l'échelle internationale. Et malgré toutes les barrières qui sont intrinsèques au fait d'être travailleur d'une plateforme numérique, ces travailleurs sont en train de s'organiser au-delà des frontières de la langue, à l'échelle internationale. Elle nous dira comment ça pèse et comment ça peut peser contre la toute-puissance des plateformes numériques. Ensuite, à ma gauche, Pavel Vargan. Merci Pavel d'avoir accepté cette invitation. Pavel va nous parler en anglais. Merci Tomek pour la traduction. Il est coordinateur du secrétariat de Progressive International.
Progressive International, vous en avez peut-être entendu parler, il nous expliquera ce dont il s'agit, mais leur projet c'est un petit peu d'ailleurs déjà de construire une internationale du 21e siècle en fait. Et donc Progressive International, moi j'ai beaucoup travaillé avec eux cette dernière année dans le cadre de la campagne mondiale contre Amazon, une campagne mondiale là pour le coup qui rassemble une large coalition d'acteurs à l'échelle internationale, aussi bien des parlementaires, des syndicats, des citoyens aussi. En ayant compris que si on veut peser face à la pieuvre Amazon qui agit à l'échelle internationale, eh bien, il faut construire des coalitions internationales larges, concrètes. Et donc, il nous racontera comment ça pèse et en quoi ça consiste, cette grande campagne, et comment ça peut être aussi une source d'inspiration. Je ne vais pas faire plus long pour cette introduction. Je vous remercie tous les trois, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui à mes côtés pour cette question qui est, je pense, fondamentale. On va essayer de comprendre avec vos trois interventions. D'abord, on va faire en deux temps, ils vont faire une intervention, une première série de tours de parole assez courte, puis une deuxième série de 3 tours de parole. Ensuite, on vous donnera la parole évidemment pour des interventions, des questions. Essayez de comprendre quels sont les grands traits d'une lutte, d'une stratégie de lutte contre l'hégémonie du pouvoir des transnationales qui touche les travailleurs, mais pas que, qui nous touche aussi tous en tant que citoyens. Je commence par Marielle, puisque donc, le REACT a vocation justement à agir au niveau transnational. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est et puis ce que vous avez fait contre la pieuvre McDonald's? Merci Leïla. Bonjour à tous, donc, je suis Marielle Bencheboun, coordinatrice de REACT Transnational, qui est donc une ONG qui appuie les mobilisations des personnes qui sont affectées par les activités des multinationales. Donc ça va des paysans riverains des plantations industrielles de palmiers à huile de Bolloré au Cameroun, aux livreurs de DPD en Europe, en passant par les ouvriers de ST Microelectronics en Chine. Et partout, contre toutes ces entreprises, la stratégie est la même. Il s'agit de s'organiser à l'échelle de l'adversaire, donc à l'échelle de cette entreprise. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, notre travail, ça va être d'appuyer le développement de syndicats locaux partout où sont implantées ces entreprises et de faciliter leur coordination et la mise en place d'une stratégie commune à l'échelle transnationale, donc à l'échelle de ces entreprises. Construire cette dynamique d'organisation collective pour pouvoir par la suite mettre en place des actions collectives simultanées, coordonnées dans différents pays et pouvoir mettre en place des négociations qui puissent se faire à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau transnational. Puisque, comme tu le disais bien, Leïla, ces entreprises, c'est pas pour rien qu'elles s'organisent de cette manière-là, c'est une manière aussi de s'appuyer sur les législations en vigueur dans les différents pays et du coup de mettre en place des conditions de travail, conditions de rémunération ou je pense aussi à toutes les conséquences environnementales que peuvent avoir leurs activités dans certains pays qui sont différentes et dans certains pays où les lois sont beaucoup moins protecteurs à la fois des travailleurs et des citoyens qui vivent à proximité de ces activités. Donc, ce dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, comme me l'a demandé Leïla, c'est l'actualité un petit peu des luttes des salariés de McDonald's. Vous en avez peut-être entendu un petit peu parler. Alors, les luttes des salariés de McDonald's, elles sont pas nouvelles, hein. Les premières grèves localisées, simultanées, ont eu lieu au début des années 2000. Mais il y a une véritable accélération de ces mobilisations ces dernières années. Alors, à quoi est due cette accélération? Principalement du fait d'une campagne qui a été lancée outre-Atlantique, qui s'appelle Fight for 15, donc qui vise à se battre pour un salaire de $15, donc un salaire minimum de $15, qui est parti du secteur des fast-food à la base et qui s'est très rapidement diffusé à l'ensemble des travailleurs à bas salaire, donc notamment dans les aéroports, dans la logistique, dans l'aide à domicile, etc., où
des millions de travailleurs se sont réappropriés en fait ce slogan et ont commencé à se battre dans leurs secteurs respectifs et dans les différentes villes du pays pour l'augmentation de ce salaire minimum. Alors, ça paraissait complètement dingue au départ, hein, puisqu'on était dans la plupart des États, passer à un salaire minimum à 15 $, ça voulait dire multiplier par 2 le salaire minimum actuel. Donc, si on fait une analogie avec le salaire français, vous imaginez bien que ça paraîtrait pas très réaliste si les syndicats portaient cette revendication. En l'occurrence, l'histoire leur a donné raison, puisque après plusieurs années de mobilisation, aujourd'hui, c'est plus de 26 millions de travailleurs à travers les États-Unis qui ont accès à ce salaire minimum de 15 $, notamment via des législations qui ont été mises en place dans plusieurs États. Voilà, en Californie, dans l'État de New York, dans le Massachusetts, plus récemment en Floride, mais aussi à l'échelle d'entreprise. Tu parlais, Leïla, d'Amazon. Typiquement, Amazon, fin 2018, a annoncé la mise en place d'un salaire minimum de 15 $ au sein de ses entrepôts aux États-Unis. Donc voilà, c'est intéressant de voir l'impact qu'a pu avoir toutes ces mobilisations aux États-Unis. Mais par contre, là où tout a commencé en 2012, là où 200 salariés de McDonald's se sont mis en grève pour demander l'augmentation des salaires, là par contre, toujours rien. McDonald's continue de faire la sourde oreille et continue de résister. Donc en 2016, il y a un syndicat américain qui est venu nous voir et qui nous a dit, voilà, là on est un peu au pied du mur. Ça fait des années qu'on se bat contre McDo pour essayer d'obtenir des choses. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que si on reste cantonné aux États-Unis, on n'obtiendra rien. Parce que McDonald's, c'est une entreprise qui est mondialement implantée. Et il faut qu'on puisse arriver à toucher des marchés qui sont déterminants pour l'entreprise. Et effectivement, si on se cantonne aux États-Unis, on n'obtiendra rien du groupe. Et donc, ils sont venus nous voir parce qu'ils ont identifié la France comme un pays stratégique à organiser syndicalement, puisque j'ai le regret de vous annoncer que la France est le premier marché de McDonald's en Europe et le deuxième au monde après les États-Unis. Donc, il y avait un enjeu stratégique à pouvoir organiser et développer les syndicats en France pour mener une campagne à l'échelle mondiale contre McDonald's. Donc, voilà un petit peu. En parallèle à ces échanges-là, la coordination est aussi lancée avec d'autres pays où des syndicats sont actifs dans les McDonald's, notamment au Brésil, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Et il faut savoir que la solidarité internationale entre salariés de McDonald's est assez relativement, on va dire, spontanée par rapport à d'autres entreprises, puisque en fait, les salariés sont tous jeunes, ils utilisent tous le même grill, ils font tous le même Big Mac, ils portent la même casquette. Et du coup, cette expérience, ils se sentent en fait unis mondialement en fait, par cette expérience. Et après, par contre, se pose la question forcément sur le plan stratégique, quand on s'attaque à une multinationale, il s'agit d'identifier quelle va être sa faiblesse, quel va être le terrain sur lequel on va jouer pour essayer d'obtenir des choses, pour essayer d'obtenir des concessions, pour pouvoir lui faire mal. Et en fait, un constat qu'on a été amené à tirer après plusieurs années de campagne, c'est qu'on avait échoué sur cette question de lutte contre le salaire minimum. Clairement, McDonald's n'a pas de problème à être un mauvais payeur. En fait, ils assument complètement et toutes, clients, clientes, salariés, acceptent le fait que McDonald's donne des salaires très bas. Encore très régulièrement, quand on discute avec des salariés de McDonald's, eux, ce qu'ils vont dire, c'est de dire oui, en fait, effectivement, je suis payé au SMIC, mais quand j'ai cherché un boulot à McDo, je savais que je serais payé au SMIC et j'ai pas de problème avec ça. Et si j'avais envie d'être payé plus, j'irais chercher du travail ailleurs. Et donc, c'est assez paradoxal, puisque si on voit, par exemple,
pour refaire le parallèle une fois de plus avec Amazon. Amazon, au contraire, joue sur le fait de verser des salaires légèrement supérieurs, avec là notamment l'exemple que je disais tout à l'heure aux États-Unis, avec un salaire à $15, qui s'inscrit pour eux dans une stratégie de lutte contre la syndicalisation, puisqu'en donnant des salaires légèrement supérieurs au travail à bas salaire qu'on trouve dans des entreprises concurrentes, on va permettre de limiter l'implantation syndicale et donc d'empêcher le lancement de dynamiques d'organisation collective, comme on a pu le voir récemment avec le cas de Bessemer en Alabama, où le syndicat a été complètement débouté, quoi. Donc sur ce, il fallait qu'on trouve autre chose. Il fallait qu'on trouve un autre angle d'attaque qui allait pouvoir leur faire mal. Et lorsque les premiers témoignages sont arrivés, depuis notamment, ça a commencé par les États-Unis et le Brésil, on était en plein on était au début du mouvement MeToo, donc à la fin, c'était quoi, fin 2017, où de plus en plus de révélations sur des cas de harcèlement moral, harcèlement sexuel se généralisaient, notamment dans le monde du cinéma, dans le monde du showbiz, dans le monde de la littérature. Alors par contre, par rapport aux travailleurs pauvres, il se passait encore rien, il y avait encore rien qui ressortait, mais on voyait qu'il y avait un véritable mouvement à l'échelle de la société qui se répandait en plus comme une traînée de poudre entre les différents pays, qui est parti une fois de plus des États-Unis, mais qui s'est largement répandu dans le monde entier. Et là-dessus, suite aux premiers témoignages qui sont remontés de travailleuses de McDo des États-Unis et du Brésil, les syndicats se sont dit, là, on doit mettre le paquet là-dessus. On doit arriver à convaincre les travailleuses qui ont vécu ce type de réalité, de pouvoir en parler, de pouvoir témoigner à visage découvert, de pouvoir raconter ce qui se passe à McDo, de pouvoir dire ce qui se passe derrière les cuisines, quoi. Et là, en fait, ça a eu une résonance extrêmement forte. Et notamment le PDG de McDonald's Monde, qui jusqu'à maintenant faisait la sourde oreille et refusait de répondre aux syndicats, a eu une réponse immédiate en réfutant évidemment les accusations qui étaient faites à son entreprise et en mettant en place une nouvelle politique de tolérance zéro sur les questions de harcèlement. Du côté de la France, donc nous, on a lancé une grosse dynamique de mobilisation sur les campus notamment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que parmi les salariés de McDo, il y a une part très importante étudiantes salariés. Et donc on a lancé une dynamique de mobilisation sur les campus, devant les restaurants. Et puis après quelques mois, il y a un groupe de salariés qui se sont dit qu'elles voulaient elles aussi pouvoir montrer que ces questions de sexisme, de discrimination et de harcèlement sexuel étaient aussi une réalité dans les McDonald's en France. Donc je me souviens encore de la première réunion, on était là en février 2020, donc il y a 1 an et demi, où cette poignée d'étudiants salariés imaginaient déjà le succès de leur hashtag « Balance ton McDo » en référence à Balance ton porc, qui était devenu le mot d'ordre de ce mouvement MeToo en France. Et donc, à ce moment-là, les syndicats étaient, en toute honnêteté, pas très ouverts sur la question. Donc, il y a eu plusieurs échanges avec les syndicats de McDo et c'était un sujet sur lequel ils se positionnaient finalement très peu. Donc, les salariés ont décidé de créer le collectif McDroit, dans lequel elles s'organisaient pour se battre justement sur ces questions de sexisme, de discrimination, avec une vraie volonté de montrer qu'en fait, on n'était pas dans
dans un cumul de cas individuels qui pouvaient se passer, mais c'était vraiment quelque chose de systémique. C'est que la culture McDonald's, telle qu'ils la décrivent tous, il et elle la décrivent tous, c'est McDo, on est une grande famille, quoi. On est tous potes, on se connaît tous, on rigole, et du coup, ça justifie le fait que mon manager, il me met une main au cul quand je viens prendre mon poste devant la friteuse, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement normal. Et en fait, elles avaient envie à ce moment-là de montrer que toute cette politique RH, en fait, elle encourageait finalement le harcèlement. Donc le 8 mars 2020, elles organisent leur première action avec un collage devant une soirée qui était organisée par McDonald's France avec des salariés de toutes les filiales de Paris, où elles mettaient en avant ce qu'elles portaient au départ comme leur premier cheval de bataille, qui était la lutte contre le port de la jupe obligatoire dans certains restaurants, donc où les équipières, comme on les appelle, étaient obligées de porter la jupe sur leur lieu de travail, qui entraînait, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux cas de remarques déplacées ou même de gestes déplacés. Et du coup, à la suite de cette première action, on a lancé une grande collecte de témoignages avec le même enjeu de ce qui se passait dans les autres pays, donc au Brésil, aux États-Unis, au Royaume-Uni, de pouvoir réunir un maximum de témoignages de salariés qui vivaient ces réalités pour pouvoir montrer, encore une fois, que c'était quelque chose de systémique qui était intrinsèque au système McDo et au fait que c'est l'entreprise qui créait les conditions de ces cas récurrents de harcèlement moral, harcèlement sexuel. Et en quelques mois, on a collecté plus de 120 témoignages de personnes qui avaient été victimes de violences sexistes, de discrimination, de harcèlement moral, harcèlement sexuel. Et donc, tous ces témoignages ont été révélés par Mediapart et Street Press à l'automne dernier. Et là, ça a eu une résonance médiatique très, très forte. Suite à ça, il y a des dizaines de salariés qui ont rejoint McDroit et qui ont apporté de nouveau d'autres témoignages en disant moi aussi, j'ai vécu ça. Et en octobre dernier, il y a eu une grande action devant le siège de McDonald's France à Issy-les-Moulineaux, qui a été placardée de tous ces témoignages. Donc on passait devant McDonald's et on pouvait lire le ketchup est assorti à ton rouge à lèvres de pute, ou toi t'es aussi bonne qu'un cornet de frites, ou encore toi t'es un peu trop grosse pour être à la caisse, on va plutôt te mettre au nettoyage. Ou encore Laure qui a raconté devant tout le monde comment elle s'était fait baisser la culotte et doigter par son manager sur son lieu de travail. Et du coup, effectivement, tous ces témoignages-là extrêmement durs, extrêmement forts, ont eu un impact immédiat, puisque la direction de McDonald's France est sortie tout de suite pour recevoir une délégation de représentantes de McDroit qui ont été reçues et qui, après quelques heures de négociations, Myriam, Maëlys, Sophie sont ressorties avec plusieurs victoires significatives par rapport à ce qu'elles demandaient, notamment la fin du port obligatoire de la jupe, la mise en place de formations systématiques du personnel sur les questions de sexisme et de harcèlement, la mise en place aussi d'un suivi psychologique indépendant de l'entreprise, une mise à l'isolement en cas de plainte, etc. Donc, c'est difficile pour finir, c'est difficile un peu de savoir qu'est-ce qui a été déterminant dans ces avancées qui sont significatives pour les salariés qui ont mené ces luttes-là. Est-ce que c'est la médiatisation très importante des témoignages et des actions qui a permis d'aboutir? Est-ce que c'est la coordination justement entre ce qui se passait en France et ce qui se passait simultanément dans d'autres pays, porté de la même manière avec une stratégie coordonnée par des salariés des syndicats de McDonald's ailleurs? Est-ce que c'est la pression qui avait été également mise sur des élus et des parlementaires pour les pousser à demander des comptes à la multinationale? Est-ce que c'est la plainte qui a été
déposé à l'OCDE par plusieurs syndicats pour harcèlement sexuel généralisé au sein de la multinationale. C'est probablement une combinaison de tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui a été déterminant, c'est cette stratégie coordonnée à l'international sur la manière dont on va chercher la faiblesse de l'entreprise, chercher ce qui lui fait mal en termes de communication, en termes d'image, pour pouvoir justement créer cet espace de négociation internationale où on va pouvoir obtenir des avancées. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci Marielle. Alors je vais passer la parole à Pavel Vargan, qui est à ma gauche, donc du Progressive International. Et Progressive International, tu vas nous expliquer ce que c'est. Donc c'est l'international progressiste, si on traduit en français. Et comme je disais, moi je vous ai rencontré dans le cadre de la campagne mondiale contre Amazon que vous avez mis en place. Donc vous avez dès le départ, donc c'est une internationale progressiste avec un objectif à la base politique, donc avec des forces politiques traditionnelles. Mais donc vous, dès le départ, il y avait cette conscience que si on veut organiser un rapport de force politique, mettre en place un projet politique qui s'oppose au capitalisme à l'échelle internationale, il faut être actif, mener, organiser, mettre en place des campagnes, des coalitions larges contre les transnationales. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça et nous parler évidemment donc de la campagne mondiale contre Amazon? Thank you very much, Leila. I have been asked to speak very slowly, which goes against my most basic instincts, so please bear with me. On lui a demandé de parler très lentement, mais c'est compliqué pour lui. My colleague David Adler, who was meant to be here today, also sent his apologies. He happens to be in the other Amazon, in the Amazon rainforest, where we've sent a delegation to support an indigenous struggle to preserve the Amazon and to fight for the ancestral lands of communities that are now under threat. Son collègue David Adler était censé être ici, mais il est en Amazonie, dans l'autre Amazone, pour soutenir les tribus indigènes qui se battent pour que la forêt amazone ne soit pas détruite, protéger les terres. The Progressive International was founded in May 2020 with a mission to unite, organize, and mobilize the world's progressive forces. It's a membership organization which has political parties, unions, publications, activist organizations, as well as individual members. L'Internationale progressiste a été fondée en mai 2021. C'est une organisation qui regroupe, que ce soit plusieurs syndicats, 2020, pardon, en 2020, qui regroupe plusieurs syndicats, associations, partis politiques. And it emerged really from this assessment that the global left had become deeply fragmented along two dimensions. Et ça vient du constat que la gauche, de manière générale, avait été divisée sur deux points. So the first dimension is thematic. It's that the class struggle, which had a very powerful embedded critique of capitalism in it, had fragmented into 1,000 pieces, into lots of smaller and more specialized struggles for climate justice, for data rights, for all kinds of things that have weakened the left on the whole. Et la première thématique, c'est celle de la lutte des classes. Le fait que les thématiques de la lutte des classes en fait, ont été de plus en plus fragmentées en des luttes spécifiques, comme la lutte pour la justice environnementale, la justice numérique, etc. And the second dimension, of course, is geographic. It's that struggles tend to be isolated to local communities, to local struggles, and so they fail to match the scale of their actions to the scale of the challenges that we face. Et la deuxième dimension est évidemment géographique, le fait que la gauche est divisée et répartie un peu partout dans le monde et n'arrive pas, en fait, sur des thématiques pourtant globales, à s'unir et à faire des choses en commun. And Amazon, the corporation, in our eyes, is emblematic of this process. Its size and its power has allowed it to amass incredible
an incredible scope of activities, an incredible share of various diverse markets, and to exploit at unprecedented levels in many different countries across supply chains. Et donc Amazon est représentatif de ceci, dans la mesure où il est tellement gigantesque, il a tellement de parts de marché un peu partout, et il se diversifie dans énormément de marchés différents, ce qui fait qu'il est présent dans toutes les chaînes de transmission, de transport des marchandises à travers le monde. And in particular, the advances that Amazon has been able to make in improving the infrastructure across production, across distribution, across consumption, in both the physical and digital realms, have given it immense power over pretty much all aspects of social and political life in many countries around the world. Et le fait qu'Amazon a investi énormément, que ce soit la production, le transport ou la consommation, y compris dans le numérique, pour que tout le monde y ait accès, fait qu'il a un pouvoir absolument incroyable actuellement. And its CEO, Jeff Bezos, increased his wealth by over $100 million during the pandemic, which is really a grim reflection of the other side of the balance sheet, which is the exploitation of workers, the undermining of democracy, and the destruction of the environment, again, in many different countries around the world. Et le fait que Jeff Bezos, pendant la pandémie, a gagné 100 milliards d'euros, 100 milliards de dollars pendant la pandémie, alors que les travailleurs étaient exploités, ça montre bien qu'il y a un gros problème. At the same time, the struggles that have been emerging within Amazon through efforts to unionize, through efforts by workers to force Amazon to reduce its consumption, to reduce its emissions, through struggles for racial justice, and in particular, the use of artificial intelligence for racial profiling by police services. All of these struggles have been fragmented both geographically and thematically, and so they haven't been able to achieve that much of an impact over the years that they've carried on. Et donc le fait que Amazon ait diversifié à ce point sa production et sa consommation sur des thématiques et que les syndicats aient été fragmentés sur des thématiques particulières comme la justice raciale, la justice environnementale, le fait de lutter contre l'intelligence artificielle pour la justice raciale, fait que la gauche et les syndicats n'ont pas réussi à lutter contre Amazon. And the Make Amazon Pay campaign emerged from this understanding of Amazon as a key node in the circuitry of global capitalism, as something that, because of its extensive control of networks of distribution, of networks of logistics, of the internet, Amazon Web Services hosts the vast majority of the internet today, and they have a near monopoly on the provision of service space. Because of the extent of its reach, Amazon can only be confronted globally. Et donc, du fait, la campagne Make Amazon Pay a été lancée du fait que Amazon a donc un contrôle logistique très grand, y compris au niveau d'Internet, où en fait les services d'Internet pour avoir un site Internet, pour l'acheter, etc., sont en fait contrôlés et loués par Amazon. So working with partners around the world, in particular unions, we convened a coalition, which we call the Make Amazon Pay Coalition, which has over 40 members that collectively represent more than 200 million workers and activists around the world. Et donc de ce fait, nous avons créé une coalition là, avec Make Amazon Pay, qui consiste de 40 organisations qui représentent plus de 200 millions de travailleurs à travers le monde. The campaign began from the understanding that the struggle against Amazon is both international and intersectional in the ways that I've described before. Ça a commencé avec le constat que la lutte contre Amazon était à la fois internationale et intersectionnelle, comme il l'a décrit avant. And so the first goal of the campaign was to articulate that understanding, to advance an understanding of the mechanics of capitalism, which generated the various forms of exploitation that we see within Amazon, and that require a much broader resistance to it than some of the fragmented struggles that have been mounted against it in the past. Et du fait de cela, on a constaté qu'il fallait du coup articuler les luttes
de manière beaucoup plus large et non plus simplement suivre les thématiques un peu fragmentaires comme on avait fait avant pour lutter contre Amazon. And to achieve that aim, the coalition that we convened established a set of common demands that they put to Amazon in their actions, which try and weave together the various strands of activities that Amazon does, from surveillance technology to data, to its role in CO2 emissions and destruction of the environment, to the exploitation of workers, and so on. Et donc nous avons fait en fait une liste de demandes communes qui concernent tous Amazon, mais des travailleurs différents, que ce soit dans le domaine de la surveillance, que ce soit dans le domaine de la data, des émissions de CO2 ou évidemment de l'exploitation de travailleurs. And then, building on that logic, the campaign sought to organize the various actors from their various spheres of activism in a common set of actions that would target Amazon in as many of the countries in which it operates as possible, including countries where it doesn't have a direct presence but operates supply chains or benefits from supply chains in some way. Nous avons donc essayé d'organiser les acteurs qui travaillent dans des secteurs qui concernent Amazon dans le plus de pays possible, y compris ceux où Amazon n'est pas présent, mais les transports et les matières premières pour fournir Amazon y sont présentes. And we wanted to make the case that the struggles for climate justice and racial justice, for example, are indivisible among many others. Et on voulait montrer que, en fait, que ce soit la justice climatique ou la justice raciale, tout cela était lié et ne pouvait pas être divisé. On our first Global Day of Action, which was held on Black Friday last year, we brought together unions from Australia to Bangladesh, Germany to Brazil, to organize a set of common strikes, reinforcing the demands, and to publicize the launch of this movement. The idea was that if we could coordinate actions across different countries, instead of them being framed as individual instances of struggle, they would be framed in the press and be seen by Amazon as part of a global rising movement. Nous avons donc commencé au dernier Black Friday l'année dernière, avec plusieurs syndicats de travers le monde, que ce soit au Bangladesh, au Brésil, dans d'autres pays, à organiser une grève mondiale dans le but de montrer que tout ça a été lié et que ça serait aussi beaucoup plus vu dans la mesure où c'était mondial et concernait la totalité des thématiques. And this was the first time in history that, at least within Amazon, garment workers and textile workers in Bangladesh organized together with warehouse workers in Germany, where data justice activists in the US and unions working within Amazon and the kind of front office technological roles organized together with warehouse workers and other types of unions within the Amazon network. Et c'était la première fois dans l'histoire qu'un nombre de syndicats aussi différents, que ce soit ceux qui travaillent dans la justice numérique ou ceux qui travaillent dans les entrepôts au Bangladesh, se mettaient ensemble pour faire une grève commune. And the final element of the campaign is an attempt to politicize the struggle by bringing the demands into parliaments around the world. So on our Global Day of Action, we organized an open letter that was signed by 400 members of parliament, over 400 members of parliament, from I think 36 countries on 6 continents, including Leila here, to bring the struggle into national legislatures all around the world. Et notre dernière chose que nous avons faite dans le cadre de cette campagne, c'était de faire une pression parlementaire, c'est-à-dire de faire une lettre ouverte signée par plus de 400 personnes, 400 parlementaires de plus de 36 pays différents, dont Leila Chaibi a d'ailleurs signé. And we had concrete legislative interventions that were put forward in Scotland, Poland, Greece, Brazil, and Australia. And the next Global Day of Action is planned for Black Friday this year. Et nous avons eu des retours concrets sur la pression parlementaire que nous avons fait dans plusieurs pays, que ce soit en Écosse, en Grèce, en Pologne et dans d'autres pays. So through each of these actions, we hope to advance an understanding of Amazon across the 3 goals that I've already articulated. So connecting
the various forms of exploitation that it generates with a broader articulation or broader critique of capitalism. Et ça montre bien notre feuille de route, qui est en fait celle de connecter les différentes formes d'exploitation pour les mettre en commun, pour mieux lutter contre le capitalisme et donc la pieuvre qui est devenue Amazon. And second, to organize various forms of worker struggle and activism around the world in a way that generates solidarity between nations, between struggles, between peoples. Et ensuite d'organiser les différents syndicats, les différents travailleurs, dans le but de montrer et de créer une forme de solidarité entre les travailleurs de différents secteurs dans tous les pays. And finally, to continue politicizing the struggle, because the struggle against Amazon is inherently political. It's wrapped up with complex international supply chains, with trade agreements, with disparities between nations that are the products of geopolitical decisions, geopolitical forces that are shaped over time. And the effects that Amazon has on workers in different places reflect those realities. And so the struggle must be seen as political. Et il faut évidemment continuer de considérer que c'est une lutte politique et non pas seulement syndicale, dans le sens que tout ce que fait Amazon concerne et va avoir des répercussions sur les travailleurs au travers du monde, entre les différents pays. Ça va concerner la géopolitique au travers d'accords de commerce entre différents pays et de positions géopolitiques qui peuvent affecter tout le monde. Maybe I won't speak much longer, but by way of a kind of concluding thought, my time at the Progressive International has convinced me that in Europe especially, we tend to underplay the role of imperialism in these kinds of matters. Je vais bientôt conclure. Moi, mon passage à l'international progressiste m'a fait dire qu'en Europe, on avait tendance à sous-estimer l'importance de l'impérialisme. Across the world, economic and military might continues to be wielded against states and against political actors that refuse to yield to the international economic order, whether to its trade rules or to its infrastructures of debt, to the International Monetary Fund, to various organizations of that kind. Et au travers le monde, au travers de la force militaire et policière, on tend à sous-estimer le fait que la pression et l'exploitation est accompagnée par des politiques d'exploitation, de pression, notamment au travers de la dette sur les pays qui font qu'ils ne peuvent pas changer leur législation. Entire nations on the historical record have been destroyed because corporations have wanted to ensure that they could extract more profits or pay less taxes within them. Au travers le monde, des pays ont été détruits parce que les transnationales ont voulu s'assurer qu'ils pouvaient continuer à exploiter les ressources premières au sein de ces pays. So for me, and excuse the metaphor if it's not translatable, but for me, corporations like Amazon are the shaft of a spear whose sharp tip is the economic and military power of states, where those monopolies reside and originate. Je vais avoir du mal à traduire la métaphore, mais pour lui, Amazon est en fait le fer de lance, non, c'est pas ça, et la partie la plus importante de l'exploitation et de la misère. D'où ça vient? Pardon, oui, c'est la partie immergée de l'iceberg. Voilà. Perfect. Pardon. And so the question to me isn't only how we improve working standards within Amazon and how we make Amazon respect the various demands of this coalition. Et donc l'idée, c'est pas simplement de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que Amazon puisse respecter les différentes demandes de notre coalition. The question is, how do we build the kind of solidarity between workers, between nations, that can ensure the ability of states to resist these forces and to improve working conditions for their own people and to increase taxes for their own people? Mais la question est bien plus politique dans le sens où comment est-ce qu'on peut faire en sorte de construire une solidarité entre les différents travailleurs et de permettre à ce que les États-nations à travers le monde puissent résister aux transnationales et lever des impôts, des taxes sur ces transnationales pour leur résister. That's an incredibly difficult question. I don't have an answer. It goes
to some extent beyond the remit of this campaign, but I think it's an urgent one, and I wanted to leave it on the table for people to mull over. Thank you. Sorry, so I don't obviously. Je n'ai pas la réponse à la question, mais je voulais préciser qu'elle était importante et qu'il fallait se la poser et tenter collectivement d'y répondre. Merci Pavel, merci Tomek pour la traduction. Super. J'entendais que tu disais que c'était la première fois que tu traduisais. Dans ce sens, oui. Super, très bien. Merci. Donc là, on a vu en fait comment là, donc avec l'exemple de la campagne Make Amazon Pay, là, on est sur, on va dire, une forme assez aboutie de campagne mondiale contre la toute-puissance d'une transnationale qui réunit, comme tu l'as très bien décrit, à la fois des syndicats, des travailleurs, des activistes, des militants écolos, les consommateurs, les parlementaires, le réseau d'élus. Et là maintenant, donc je vais passer la parole à Anne Dufresne, où on est à un autre stade. Parce qu'évidemment, donc, à la base, on commence généralement quand on veut s'organiser contre une transnationale. Tout l'enjeu, c'est comment organiser les travailleurs. Mais déjà, c'est plus facile quand il y a déjà des syndicats. Mais quand on a des travailleurs qui sont officiellement des travailleurs indépendants, où tout est fait, ils sont tout seuls sur leur véhicule. C'est d'abord le premier stade de s'organiser tout court. On assiste, donc tu vas nous raconter ça, Anne. Tu étais une des artisanes de cette construction internationale où en ce moment les travailleurs, donc dans le cadre, se réunissent. Il y a eu l'Assemblée générale, la première Assemblée générale des coursiers à 2 roues, la première Assemblée générale européenne il y a 2 ans. En ce moment, je sais que tu es très active aussi dans un réseau international. On avait organisé le forum transnational des alternatives à l'ubérisation. Est-ce que tu peux nous dire, alors tu as été aussi l'auteur l'autrice d'une étude que tu as là en anglais, qu'on a aussi en français, qu'on pourra aussi vous envoyer, qu'on n'avait pas d'exemplaire imprimé, mais une étude très intéressante sur la façon dont, à l'échelle européenne, les travailleurs des plateformes numériques, coursiers à vélo, chauffeurs VTC, s'organisent. Quelles stratégies, justement, ils ont pu mettre en place pour lever les obstacles à leur organisation. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça et nous raconter aussi comment ça pèse dans le rapport de force? Et si, aussi, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur comment on envisage aussi peut-être à terme une campagne qui rassemble les travailleurs, mais également, pourquoi pas, plus largement les consommateurs et puis toutes les victimes finalement collatérales des plateformes. Il y a des mobilisations en ce moment sur les dark kitchens, sujet dont on parle beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup de sujets. On a déjà dépassé en fait le timing qu'on s'était donné. On va quand même essayer d'avoir un temps d'échange. On va avoir un temps d'échange à la fin. Je te laisse la parole, Anne Dufresne. Merci Leïla, merci pour l'invitation. Donc, je suis ravie de vous présenter en effet les résultats de cette étude coécrite avec Cédric Leterme qui s'appelle « Les travailleurs de plateforme, la lutte pour les droits dans l'économie numérique », où en effet on passe en fait par toutes les formes, les stratégies internationales qui ont été mises en place pour les travailleurs de plateforme. Donc, moi, je suis chercheuse au GRESEA, qui est un centre de recherche sur l'économie internationale, ainsi que sur les formes de résistance et alternatives au modèle économique dominant. Et je voulais signaler par rapport à la thématique du panel qu'on a au sein du GRESEA un observatoire critique des multinationales qui s'appelle Mirador. Donc pour ceux que ça peut intéresser, d'aller sur le site GRESEA et Mirador. Là, il y a vraiment une centaine d'entreprises qui sont répertoriées et où il y a vraiment le détail, l'évolution de l'emploi, du chiffre d'affaires, etc. et des fiches analytiques sur ces entreprises. Mais donc comme le disait Lila, moi je suis tombée dans l'arène de la lutte des travailleurs de plateforme depuis octobre 2018, donc ça fait 3 ans déjà, quand j'ai co-organisé la G européenne des coursiers avec Sébastien Franco de l'Alter Summit et Marielle ici présente. Et donc plus récemment, je me retrouve en effet un peu coordinatrice Europe pour l'Alliance internationale AOA, dont je parlerai tout à l'heure. Donc la question qui est posée pour ce panel, qui est quelle stratégie contre l'hégémonie des entreprises multinationales, en fait, moi, je vais me focaliser uniquement sur les entreprises de plateforme, et en particulier sur Uber, Deliveroo, Uber Eats, c'est-à-dire tout ce qui est transport de personnes et livraison de repas. Pourquoi ? Parce que ce sont en effet, c'est aussi des secteurs où il y a eu énormément de luttes à la fois locales et transnationales.
Donc, rapidement, sur la stratégie de ces plateformes, des plateformes comme Uber ou Deliveroo, elle est assez simple. On a déjà un peu parlé plus généralement, même pour Amazon. C'est la stratégie du fait accompli. Je m'implante, je prends le marché. C'est aussi la stratégie du défaussement. Je ne suis pas un employeur, donc je n'ai pas besoin de négocier avec les syndicats et je n'ai d'ailleurs pas non plus besoin de payer des impôts. Donc là, on est vraiment, c'est ce que disait Leïla au début, dans des entreprises de plateforme qui se trouvent vraiment aux marges de la loi, si ce n'est vraiment hors la loi au départ. Donc ce modèle économique-là, des plateformes, il mène à une exploitation salariale extrême, à une surexploitation salariale. Et dans toutes les grandes villes d'Europe, qu'est-ce qu'on voit? On voit des coursiers et des chauffeurs qui sont en fait le plus souvent soumis au statut d'indépendants, de faux indépendants en fait. Et là, je pense que c'est important d'insister sur le fait que ce statut, il est moins lié à la nature de leur travail, parce que alors, les plateformes vont dire oui, la liberté, l'autonomie, blablabla, mais en fait, ce statut, ce statut de faux indépendant, il est en fait dû à la volonté délibérée des plateformes de se soustraire à toutes leurs obligations d'employeur, et c'est ce qu'ils continuent à faire. Donc, chauffeurs et coursiers, ils sont aussi sous-payés, donc moins de 5 € la course pour les coursiers. En France, par exemple, pour atteindre le SMIC, un chauffeur Uber doit travailler 14 heures par jour. Donc voilà, on parlait du SMIC chez McDo ou quoi, mais là, voilà, là on est vraiment dans encore un cas un peu plus extrême de dégradation des conditions de travail. Les chauffeurs et coursiers, ils sont aussi sous-protégés, sans protection sociale et avec des assurances accidents privées archi-minimales. Par exemple, chez Deliveroo, en cas d'invalidité, ils vont toucher 50 000 € en tout et pour tout sur le restant de leur vie, invalide. Voilà, c'est pour montrer qu'on est dans un retour à des pratiques patronales dignes du 19e siècle. Et j'ajouterais aussi qu'à cette exploitation salariale s'ajoute la soumission à des nouvelles formes d'exploitation numérique. Et ça, on n'en parle peut-être pas assez, tu l'as évoqué aussi, mais le travail de plateforme, il repose sur des formes complexes de management algorithmique qui renforcent très fort la symétrie de pouvoir entre plateforme et travailleurs. Parce que les travailleurs, ils ne peuvent pas aller occuper ou réclamer au DRH. Là, en l'occurrence, ils sont devant une boîte noire qu'est l'algorithme. Le travailleur de plateforme, il repose aussi sur la récolte et l'exploitation massive de données. Donc, les plateformes, elles s'approprient des données individuelles collectives et elles en tirent un pouvoir économique et politique, tu l'as déjà mentionné, de manière de plus en plus importante, et y compris vis-à-vis des États. On voit une concentration du pouvoir dans ces plateformes qui cherchent en fait à devenir des monopoles sectoriels d'intelligence numérique. Qu'est-ce que veut Uber en fait? C'est devenir l'entreprise de transport mondial. Voilà, et c'est un vrai monopole sectoriel d'intelligence numérique puisqu'il récolte les données pour faire en sorte de le devenir. Donc, tout ceci détermine à la fois donc, une surexploitation spécifique des travailleurs, à la fois au plan salarial et numérique. Donc, quelles sont les stratégies pour lutter contre ce modèle économique qu'il développe? Eh bien, on a ce qui est toujours essentiel, c'est que quand il y a une telle attaque antisociale, il y a aussi évidemment une réaction forte et c'est ce qui s'est produit. Les travailleurs ont construit un nouveau laboratoire de la contestation sociale sur la base de 2 stratégies, c'est ce qu'on développe dans l'étude ici. Action collective d'une part, mais aussi action juridique. Et c'est un peu le fil rouge de ce que je veux dire ici, c'est que ces 2 stratégies, action collective et action juridique, peuvent être complémentaires, même si ce n'est pas toujours évident. Donc je commence par la première, action collective. Il s'agit donc de construire un acteur collectif global, c'est-à-dire, ou local plutôt, qui agit localement et qui pense au niveau global. Donc, qu'est-ce qui c'est au niveau local? Il y a eu énormément de collectifs qui se sont construits en Europe à partir de 2013, en tous les cas pour les livraisons de repas, dans la plupart des villes où sévissaient les plateformes.
Donc il y a eu, et ça s'est fait malgré, tu l'évoquais aussi, des difficultés d'organisation très spécifiques à ces secteurs, hein. Il y a un turnover énorme, il y a une atomisation des travailleurs, hein. Ils ne peuvent pas se retrouver devant la machine à café le midi. Et tout ça, ça mine la représentation et l'action collective, évidemment. Malgré cela, il y a eu réellement des très fortes constructions de collectifs et d'actions. En particulier, ils se sont organisés aussi, donc beaucoup se sont organisés de manière autonome, mais aussi avec les syndicats. Et là, je trouve que c'est important de s'interroger sur cette articulation collectif-syndicat, de voir comment ça a pu se faire dans certains pays. J'ai le bon exemple italien récent, où il y avait au départ des collectifs autonomes, beaucoup de collectifs dans toutes les villes italiennes, en particulier à Milan, à Bologne, qui s'auto-organisaient. Et puis à un moment donné, il y a la CGIL, l'équivalent de la CGT en Italie, qui a décidé d'essayer de créer justement une union entre tous ces collectifs. Et alors qu'ils étaient très réticents au départ vis-à-vis de toutes ces structures syndicales, finalement, ils ont accepté cet appel à une grève nationale du 26 mars dernier en Italie, qui a été suivie dans 31 villes du pays et qui a mené à un résultat assez intéressant, qui est que des travailleurs maintenant sont couverts par la convention collective de la logistique, aussi suite à la pression faite par cette grève. Donc voilà, un bon exemple qui peut donner aussi un peu d'espoir quant à parfois le fait que les collectifs redonnent aux syndicats sa fonction d'organisation combative et non d'instrument de régulation patronale, comme ça peut être le cas parfois. Donc, on voit aussi comment les syndicats ont besoin de nouvelles stratégies pour organiser, représenter, mobiliser effectivement ces travailleurs de plateforme qui sont les nouveaux travailleurs dits atypiques. On a eu les intérimaires, on a eu etc. Et maintenant, on a les travailleurs de plateforme qui sont des outils, des instruments pour encore déréglementer un peu plus. Donc, on a des travailleurs qui s'organisent, qui font des actions directes, des grèves, des connexions. Là, il y a eu en 2016-2017 une vague de mobilisation de coursiers en particulier dans 15 pays. Et c'est suite à cette vague, c'est parti de Londres et puis après ça s'est vraiment étendu dans toute l'Europe. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une influence forte dans les réseaux, quand il y a des connexions qui se font entre des collectifs, ce qui n'est pas toujours évident, mais par les réseaux sociaux, ça fonctionne. Et là, à partir de ce moment-là, à partir de cette vague, est apparue la nécessité d'une union transnationale. Et c'est ce qu'évoquait Leïla. Pour les coursiers européens, donc, cette union, elle a pris la forme de l'Assemblée européenne des coursiers en octobre 2018. Ça a regroupé une soixantaine de porte-parole de collectifs et de syndicats de 12 pays. Et donc, ça a mené à une charte de revendications communes et à un réseau qui perdure aujourd'hui, même s'il y a aussi beaucoup d'autres membres qui se sont... il y a beaucoup de pays qui se sont accolés depuis. 2 ans plus tard, en octobre 2020, il est né une nouvelle coordination, cette fois à l'échelon international, toujours avec les coursiers, mais aussi, et là c'est intéressant parce que la première européenne, c'est surtout le niveau coursier, alors qu'à l'international, on a les coursiers et les chauffeurs. Et donc c'est l'AUA, Alianza Unidos World Action. Alianza, pourquoi ? Parce que c'est très hispanophone, parce que c'est très latino-américain. Ça part d'un mouvement qui s'appelle Ni un repartidor menos, en hommage au mouvement Ni una menos d'Argentine. Et donc, c'est donc suite à la multiplication de mobilisations locales en Amérique latine qu'est née cette coordination internationale. Et il y a eu l'effet accélérateur de la pandémie en mars 2020 qui a fait qu'il y a eu vraiment de plus en plus de collectifs qui se sont groupés autour de cette coordination. Et l'AOA, donc c'est un cri de guerre, un peu un AWA, elle a déjà mis en place à peu près 4 grèves internationales successives depuis la pandémie. Donc il y a vraiment une activité importante. Et là, il y a peut-être un essai aussi dans le forum d'avoir un lien qui se fait entre la coordination européenne et la coordination internationale, qui pour l'instant n'est pas très reliée. Donc voilà, c'est ainsi qu'apparaît finalement un nouvel acteur collectif local autour de ces travailleurs très soi-disant atypiques, avec comme objectif de construire finalement une identité commune face aux plateformes multinationales.
L'AOA, par exemple, appelle à un nouvel internationalisme, hein, on en parlait. Donc voilà, pour finir sur cette... et aller plutôt vers la deuxième stratégie de l'action juridique, c'est important de noter que l'une des exigences centrales en fait, des 4 journées d'action mondiale, c'était, et ça peut être étonnant, hein, la revendication qui est apparue, c'était la requalification de la relation de travail en relation salariale. Enfin, dit plus simplement en slogan AOA, c'est « todos empleados », c'est-à-dire « tous salariés ». Et donc, c'est vraiment ce qui porte tous les riders latino-américains, c'est vraiment simplement d'obtenir ce statut d'emploi. Ce qui n'est pas le cas forcément dans le réseau européen. C'est là où c'est un petit peu paradoxal, c'est que pour l'instant, les Américains qui ont subi la proposition 22 en Californie, qui les a obligés, là tout récemment il y a encore un retournement de situation, mais qui pendant très longtemps les a obligés à être des indépendants, eux ont tellement souffert de ce statut de la proposition 22 qui sont très très clairs sur la revendication tous salariés, ce qui n'est pas le cas encore en Europe. Donc là, justement, on en arrive à cette deuxième stratégie sur le droit, l'action juridique. Et là, on peut distinguer aspects jurisprudentiels et législatifs avec le conquis des requalifications. En fait, dans la lutte des coursiers et des chauffeurs, le juge est apparu très vite comme le premier rempart, finalement, face aux plateformes, parce qu'il y a eu énormément de requalifications, de demandes donc, par des travailleurs qui ont obtenu ce statut de salarié par les tribunaux, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni en particulier. Et donc la jurisprudence a été de plus en plus favorable aux requalifications. Cette jurisprudence, elle signale une incertitude juridique, hein, mais bon, et elle appelle une clarification législative. Et donc là, on se demande à partir de là, que font donc les États, hein, on l'a posé la question plusieurs fois depuis le début. Que font les États? C'est une toute autre bataille qui se joue là que celle menée auprès des juges. Et sur la base des requalifications en salariés, et pour transformer l'essai de ces requalifications en victoire politique, les acteurs de la lutte vont devoir aussi gagner la bataille qui se joue au niveau des États, mais aussi au niveau de l'Union européenne, puisqu'une directive européenne est en cours d'élaboration, et ça, Leïla, j'imagine, nous en parlera aussi tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, la plupart des États européens, et la France en premier, soutient les plateformes dans ce modèle que j'évoquais au départ. Et en fait, ce modèle, il prolonge des politiques de déréglementation du droit du travail qu'ils font depuis des décennies. Donc, la loi El Khomri, c'est un parfait exemple de cette déréglementation. Mais là, on est un peu plus loin encore. Et pour moi, je vois ces nouvelles lois spécifiques aux travailleurs de plateforme comme un outil de déréglementation supplémentaire, tout comme on a légalisé les intérimaires dans les années 80-90, on va légaliser les travailleurs de plateforme pour créer des sous-statuts, ce qui permet encore de déconstruire un peu plus le droit du travail. Donc les rares victoires politiques qui ont récemment donné lieu à des lois contraignantes aux États-Unis, on a eu la loi AB5, je l'ai évoquée, en Californie plus spécifiquement, et en Espagne, il y a la loi Rider qui vient de sortir. Elles ont été finalement, ces victoires sont des victoires très relatives, puisqu'on a su qu'en Californie, donc là, très vite, le référendum, il y a eu un hold-up avec la proposition 22. Là, il y a ce retournement avec le jugement de cette proposition comme étant anticonstitutionnelle. Revenir sur la Californie, là ? Ouais, ok. Oui, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en Californie, c'est un cas très très important et qui a une influence aussi sur la directive européenne, évidemment, puisque c'est le modèle Uber qui domine. D'ailleurs, Uber fait des livres blancs pour chaque pays européen pour essayer d'influencer la future directive européenne, etc. Donc
c'est très clairement un modèle dominant qui va avoir des conséquences importantes. Donc ce modèle, c'est quoi? C'est en Californie, il y a eu la loi AB5, qui a été une loi très pro-salariat, donc qui a imposé que tous les travailleurs de plateforme, coursiers et chauffeurs Uber, enfin chauffeurs Uber surtout, c'était un mouvement des chauffeurs, soient salariés. Ensuite, il y a eu... elle devait être imposée en janvier... ça devait entrer en vigueur en janvier 2020. Ensuite, le Uber n'a jamais accepté de mettre en œuvre cette loi, évidemment, sous prétexte que s'il la mettait en œuvre, alors il devrait arrêter, puisque ça ne correspondait pas à son business model évoqué précédemment. Ce qui fait qu'il a lancé un référendum pour faire en sorte de contrer cette loi et d'imposer un statut d'indépendant plus, c'est IC+, Independent Contractor plus, donc un statut d'indépendant amélioré. Et ça, c'est ce qui est advenu avec le vote. C'était justement le jour des élections américaines, du nouveau président américain, qu'a eu lieu le vote de la loi Uber à 58% par référendum, contre donc cette loi californienne qui imposait le salariat. Et donc finalement, depuis lors, les chauffeurs devaient être faux indépendants plus, c'est-à-dire avec quelques droits supplémentaires, c'est-à-dire des droits importants certes, mais en restant indépendants, ce qui était fondamental pour le modèle Uber. Entre-temps, là, il y a 2 semaines, tout récemment, un juge californien a fait en sorte que cette loi Uber a jugé la loi Uber anticonstitutionnelle. Donc, voilà, ça change un peu la donne. On va voir si ça la change vraiment, puisque Uber, finalement, contourne systématiquement toutes les lois qui sont mises en place. En Espagne, c'est un autre cas dont on pourra parler peut-être dans le débat, mais c'est aussi très intéressant de voir que la loi Rider en Espagne est importante, mais est difficilement applicable. Donc, pour finir, dans le combat politique qui va avoir lieu autour de la future directive, d'ici son adoption en janvier 2022, c'est ça? À peu près, donc c'est demain. Le risque est très grand de voir finalement les initiatives législatives nationales déboucher sur un nivellement par le bas des droits des travailleurs de plateforme à travers l'invention encore de nouveaux statuts au rabais. Et là, donc, on a comme modèle pour l'instant l'infra-emploi à l'américaine, le statut d'indépendant IC+, comme je disais. On a le sous-emploi à l'européenne, le tiers statut. Et on a éventuellement, donc comme perspective et comme enjeu, l'emploi inconditionnel, le salariat, qui est inclus dans la loi espagnole, mais aussi dans le projet de directive de la France insoumise qu'a lancé Leïla, et aussi dans la déclaration de la CES d'ailleurs. Mais cette présomption de salariat, qui est proposée comme étant une solution pour ces travailleurs, pose aussi d'autres questions dont on parlera peut-être après. Donc voilà pour les 2 stratégies, action collective, construction d'un acteur collectif local, et action juridique, ne débouchant pas pour le moment sur des processus législatifs très concluants. Pour moi, donc, le défi essentiel, c'est de rendre l'action collective et l'action juridique complémentaires, c'est-à-dire que pour le moment, en termes de perspective stratégique, compte tenu du rapport de force existant actuellement entre travailleurs, plateformes et État, qui est évidemment aujourd'hui très en défaveur des travailleurs, l'action directe a en effet pour objectif de peser sur le droit. Et donc aujourd'hui, c'est bien l'accumulation des forces dans la lutte et la construction d'un acteur collectif puissant qui pourrait ouvrir sur l'opportunité d'une victoire des travailleurs dans la bataille juridique, cette fois, en cours sur les statuts d'emploi. Donc voilà, essayer de recréer ce lien. On a souvent des collectifs autonomes qui sont très forts sur l'action directe, des syndicats qui mènent des actions juridiques. Relier collectifs et syndicats permettrait aussi de relier action collective et action juridique. Merci beaucoup, Anne.
Tu disais à l'instant, tu parlais de l'importance de la complémentarité entre action collective et action juridique. Moi, je constate tous les jours l'importance de la complémentarité entre action parlementaire et action collective. Comme tu disais, là, on a la croisée des chemins en ce moment en ce qui concerne les droits des travailleurs des plateformes numériques. En gros, soit l'Union européenne décide d'adapter la loi aux intérêts d'Uber, soit l'Union européenne force Uber à appliquer la loi. En fait, c'est ça ce qui nous attend. Et pour ce faire... la mobilisation, vu qu'on est là pour parler des stratégies d'action contre les entreprises transnationales, moi j'essaie de le faire à mon niveau avec le travail parlementaire, et là la mobilisation des travailleurs, tout ce qui se passe, c'est essentiel, c'est essentiel. Moi j'aime bien appeler ça des espèces de lobbies populaires, parce qu'à côté de ça, Uber, le patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, il a fait son livre blanc. Il est allé faire toute la tournée des popotes, aller voir tous les commissaires européens, tous les députés qui peuvent être en sa faveur. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Là, moi, il m'a fallu quelques mois avant de comprendre comment ça fonctionnait au Parlement. Hein. C'est toute une machine. Eux, on arrive direct, ils vous écrivent les amendements. Hein. Ils savent, ils connaissent tout ça par cœur. Ils sont comme chez eux. Ils ont l'habitude d'avoir un tapis rouge. Par contre, les principaux concernés, les travailleurs, eh ben non, justement, c'est compliqué. Enfin, et c'est, moi, je le constate. Tous les jours, quand on a la pression des travailleurs, c'est sur ce sujet, mais sur d'autres, eh ben, on est beaucoup plus efficace et notre parole, elle pèse beaucoup plus que si c'est simplement Leïla qui dit « Tiens, j'ai réfléchi dans mon coin, sur un coin de table, à une proposition. » Non, non, là, et c'est pour ça que dans les stratégies de lutte contre le lobbying d'Uber, et là, si on veut arriver sur ce sujet à faire en sorte de forcer Uber à respecter la loi plutôt que créer une loi à leur image, la mobilisation dans les mois qui viennent des acteurs, elle sera vraiment essentielle. Et ça, c'est valable sur tous les sujets. Complémentarité entre action parlementaire et action collective, en plus de l'action juridique. Voilà, merci à nos trois intervenants pour vos prises de parole très intéressantes, très complémentaires, sur chacun des sujets, en fait, je pense, sur chacun des thématiques. Amazon, la question de l'ubérisation et McDo, on aurait pu faire un débat en soi. C'est intéressant de voir la complémentarité dans ces stratégies de lutte contre l'action transnationale, de regarder ça de façon globale, en lien avec nous, le projet de société que nous souhaitons mettre en place à la France Insoumise, en luttant contre aussi la toute-puissance du capital et dans ses nouvelles formes. Je vais passer la parole maintenant à la salle. Il nous reste une vingtaine de minutes. Donc le micro est ouvert pour des interventions, des questions, et puis ensuite je repasserai la parole aux intervenants pour une conclusion. Pour passer le micro, peut-être, c'est pour traduire. Ah, c'est bon, maintenant on va passer le micro. Merci. Bonjour, je vous remercie d'être là tous. Mais je suis un peu prise de court parce que je n'ai pas écrit encore ma question. Mais simplement, je voulais vous demander si on ne peut pas se rapprocher du statut des intermittents du spectacle, parce que nous sommes depuis longtemps sur cette branche que les patrons essaient de scier depuis longtemps, mais nous avons obtenu notre statut de salarié du spectacle. Donc, voilà, c'est juste la question. En Europe, en France du moins, on a réussi à faire ça. On continue à se battre pour essayer de garder ce statut de salarié du spectacle. Peut-être, et nous sommes rapprochés des précaires aussi. Bon, je ne sais pas si on peut se baser là-dessus pour faire quelque chose. Voilà. Peut-être que j'arriverai à formuler ma question différemment tout à l'heure. Faut que je garde le max. Bonjour, excusez-moi, j'ai deux questions. Une, peut-être sur la stratégie. Ce que j'entends sur l'international ne m'étonne pas beaucoup. Tout ce que vous racontez est en fait la forme actuelle de cette vieille idée du mouvement ouvrier qui est se battre à l'échelle internationale. Je suis simplement curieuse de
connaître la manière dont vous analysez le rapport actuel entre les instances internationales, y compris du mouvement ouvrier, quel que soit l'état dans lequel ils sont, et le travail que vous menez. Et je pense en particulier à l'intervention de monsieur. Je me demande si ce n'est pas une pierre de plus dans un paysage qui est déjà bien occupé. Alors, au fond, je pense que non, mais j'aimerais avoir son avis là-dessus. Ma deuxième question concerne plutôt la tactique. J'entends aussi très bien ce que vous dites sur la nécessité, au fond, de mettre toutes les forces qui existent, que ce soit celles des collectifs. Et au fond, je n'attends pas que vous développiez sur pourquoi ces collectifs, alors qu'il existe des organisations anciennes, structurées, qui ont des moyens. Mais comment faire en sorte que, très concrètement, très tactiquement, il puisse y avoir pas de mouvement de rejet de l'une de ces forces par rapport à l'autre. Et ça me semble être un enjeu important parce que pour avoir vécu ici les réactions que j'avais jugées extraordinaires de syndicalistes qui étaient hors d'eux du fait de l'apparition des Gilets jaunes, je n'ai pas très bien compris cela, mais je pense que ça doit se produire un petit peu partout. Tout ça, c'est la question des collectifs et des mouvements spontanés par rapport aux organisations hyper structurées, peut-être trop, je n'en sais rien. Comment est-ce qu'on peut, pour reprendre la dernière intervention, éviter ce problème qui me semble très, très important, qui est un empêchement majeur, me semble-t-il, à l'union des forces. Et puis, excusez-moi, parce que j'avais dit 2 questions, mais j'en ai peut-être une troisième. C'est la question de la définition de la revendication. J'ai bien entendu qu'il y avait des mouvements qui arrivaient à définir et qui formulaient une revendication applicable dans tous les pays, mais n'empêche que l'histoire nous apprend que c'est toujours en enfonçant des coins dans des pays, en obtenant, alors effectivement du juridique, mais le juridique, c'est seulement la manifestation d'un rapport de force à un moment donné. Donc, bon, mais comment on définit une revendication? J'étais très surprise de la nature de la revendication que vous exposiez, et je vais aller voir ça de plus près, bien sûr, sur ne pas être obligé de porter des jupes. Ça me semble tellement anecdotique par rapport à l'immensité des problèmes, et en même temps, j'entends bien que ça a produit des résultats. Donc, je me pose la question de comment, dans un cadre international, définir des revendications qui permettent d'avancer à l'échelle internationale, parce que ce sont chaque fois des points d'appui. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça pays par pays? Parce qu'en plus, les rapports de force ne sont évidemment pas les mêmes dans chaque pays. J'en ai terminé. Merci. Merci. Toi aussi. Ok. Hop là. Pardon. Je vais le tenir pour éviter de circuler. Pardon? Je vais le tenir pour éviter. Ah, ok. Moi, c'est une question basique. En tant que consommateur lambda, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, à part le boycott de toutes ces entreprises? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Leïla, j'en prends combien? Alors, une question rapide. Qu'est-ce qu'un pays tout seul, un pays souverain comme la France, par exemple, peut faire si jamais, en ayant une volonté politique de faire quelque chose, bien sûr, qu'est-ce qu'un pays peut faire concrètement pour lutter contre ces multinationales? Ok, je vais faire comme ça. Malheureusement, j'ai peur qu'on ne puisse pas prendre tout le monde, mais... Ouais, là, jeune homme en jaune. Jeune homme en jaune. Bon, on peut faire celui-là. Hein? Ah oui, là, ils sont tous les deux en jaune. Bonjour. Donc, je suis conseiller municipal à Sotteville-les-Rouen, donc c'est à côté de Rouen. Et dans ma commune, il y a quelques mois, il y a un coursier qui s'est fait renverser par une voiture et qui est décédé. Et donc, moi, au coin de ma rue, ça m'a pas mal remué. Alors, je suis allé voir les coursiers à Rouen, donc ils sont tous à peu près aux mêmes endroits. Ils n'ont pas de salle café, mais en fait, ils se rassemblent. Voilà, je voulais leur parler de ça. Et en fait, ce dont je me suis aperçu déjà, c'était que la plupart, en fait, c'est des migrants.
faut quand même en parler, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas la même langue les uns les autres. Celui qui s'était fait renverser la veille, personne ne connaissait son nom, parce qu'en fait, ils sont entre personnes qui parlent la même langue, et donc ils ne se parlent pas trop entre eux. Enfin bon, moi j'ai découvert toutes sortes de sujets que j'avais pas vraiment conscience jusque-là. Pourtant, je m'intéressais au sujet, mais je voyais pas que ça allait jusqu'à ce point dans l'exploitation. Et alors la question que je me suis posée, voilà, vu que je suis conseiller municipal, c'est, étant donné que la lutte elle doit être locale et globale, qu'est-ce que peuvent faire des communes sur ce sujet-là, si elles peuvent faire quelque chose? Nous, on avait vu qu'à Paris, alors c'est discutable, hein, donc c'est pour ça que je vous posais la question. Il y a la question de faire des maisons, bon, ou alors on s'était posé la question, ce qu'on a vu en discutant 5 minutes avec les gens, on voyait qu'ils avaient tous des vélos défoncés, qu'il manquait des freins, enfin et ils avaient tout le temps des accidents en fait. Et donc c'était une vraie question pour eux, qui parfois leur paraît plus concrète que le salariat, parce que des fois on leur parle de salariat à des gens qui viennent de Guinée, qui ont traversé la Libye, enfin vous voyez, c'est parlé en chinois quoi des fois. Donc, alors que la question des accidents, elle était plus concrète. Donc même si, alors voilà, on s'était dit, peut-être qu'on pourrait faire des aides pour réparer les vélos, mais en même temps c'est pas à nous de le faire, c'est à Uber. C'est à Deliveroo et compagnie. Donc, est-ce qu'il faut qu'on les remplace? Je pense pas. Alors, on s'était dit, peut-être on les fait réparer, puis on leur envoie la facture. Enfin, bon, après, voilà, on s'était posé la question, notamment aussi, comment faire pour qu'ils arrêtent d'être les uns à côté des autres, à pas se parler, mais plutôt faire des lieux de convivialité qui deviennent ensuite des lieux de lutte en général, parce que quand les gens se connaissent, ils ont plus de choses en commun, et puis ils sont plus capables de se mobiliser. Voilà, donc pour l'instant on n'a rien fait, mais je me demandais si vous aviez des éléments là-dessus, voilà, pour nous aider dans les communes. Merci. Merci beaucoup. Donc merci pour ces interventions. On a dit que le changement de législation pour les plateformes de type Uber, ça affecte leur business model et je pense que ça les met en péril sur le long terme. On sait qu'il y a des questions de diplomatie qui se posent, par exemple, dans les questions fiscales. Est-ce qu'on peut imaginer que si on adoptait en Europe une législation qui viendrait à mettre en péril leur business plan sur le long terme, il puisse s'en suivre un conflit diplomatique autour? Et est-ce que c'est une question qui peut-être est prise en compte par les élus européens quand ils examinent cette question et la rédaction d'une directive? Et sur Amazon, about Amazon, you mentioned something about policy and military force. In link with Amazon, I don't really get what you mean by this. If you can explain again, please. Et j'aurais une dernière question courte. C'est juste par rapport à McDo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler près de Marseille de l'Après-M, qui est un McDo qui a été occupé par des syndicats et maintenant ils le transforment en un burger indépendant. Et ça va être assez utopique comme question, mais est-ce qu'on peut imaginer que des élus locaux comme ça accompagnent des franchisés pour se libérer du joug de McDonald's et construire un restaurant plus local, plus proche des habitants et de la région? Voilà. Merci. Alors là, peut-être en fait on va prendre, du coup, je propose qu'on en prenne 2, très courtes, 1 minute, pour laisser le temps aux intervenants de répondre. Désolé, c'est... Thank you very much. I'm just going to speak in English, and perhaps my husband can translate. But yeah, thank you very much for the exposition. I learned a lot. And when I read the title, I was really looking into here about the fight that the French people, the French population do against the transnational, multinational corporations. But I would like to know aussi, I mixed up the French, the English. I would like to know as well what is the fight that
the corporations, actually, the multinational corporations, the French multinational corporations, actually do and how we can fight and help to achieve the rights for those workers in the countries where French multinationals are actually operating, such as Total, Carrefour, comment se dice? Vouillet, oui, and as well as huge oil corporations that have alliances with local oil corporations, such is the case of my country, Ecuador, in the Amazon rainforest. So I would like to hear a little bit about that, because I think that's something that La Francia Insumisa, I think, has a lot of solutions to put in the table, and I would like to deepen that topic. Thank you. Peut-être juste en résumer la question. En gros, c'est pour que tout le monde comprenne, en fait. Vas-y. En gros, la question qui était posée, merci pour la question, donc je la traduis pour tout le monde, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre concrètement les nationales françaises. Voilà, merci. Dans les pays où elles sont implantées. Merci Marielle. Voilà, désolée parce que c'est frustrant pour moi aussi de voir qu'il y avait de l'enthousiasme du côté de la salle, parce qu'il y avait d'autres demandes de prise de parole et ça aurait été vraiment évidemment très intéressant de pouvoir les entendre, mais malheureusement on a ces contraintes de temps. Je vais repasser direct la parole aux 3 intervenants. Qui veut commencer pour une réponse aux diverses interventions et puis conclusion en même temps? Il nous reste officiellement 4 minutes, on peut déborder un petit peu, hein, je pense. Hein, on peut déborder un petit peu, hein. Un petit peu, ouais, bon. Ok, je vais commencer. On dit, disons 3 minutes. Oui, je vais essayer d'être rapide. J'ai juste noté deux, trois choses. Alors, peut-être d'abord sur la... Alors, je ne me rappelle plus qui a posé quelle question, mais peu importe. Sur un peu l'état du mouvement ouvrier international actuel, il est clair qu'aujourd'hui, les instances internationales, et particulièrement les instances syndicales internationales, sont assez éloignées des syndicats de base. Et du coup, c'est pour ça qu'on disait, tiens, effectivement, créer des nouvelles structures, est-ce que c'est pas encore rajouter des organisations, un paysage qui est déjà ultra complexe, où les ressources sont forcément divisées entre ces différentes instances. Là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrive à distinguer les organisations qui font vraiment partie du paysage institutionnel et qui sont du coup inclus dans ce paysage en lien directement avec les institutions politiques. Je pense par exemple aux fédérations syndicales internationales qui travaillent en étroite relation avec les institutions européennes, par exemple, comme Uniglobal, qui est la Fédération internationale des services, ou Industrial sur les questions de l'industrie, et des campagnes qui sont menées localement par des syndicats qui se mettent en lien entre différents pays pour se battre contre une entreprise. Et ce qui est différent, c'est que ces fédérations syndicales internationales, elles sont dans une logique sectorielle. Et donc, en termes de stratégie, c'est parfois c'est un bon outil pour poser un cadre au niveau des activités, comme par exemple le cas des travailleurs de plateforme, où elles peuvent contribuer à définir un cadre plus contraignant pour ces entreprises multinationales. En revanche, pour mener des luttes locales et internationales, elles sont beaucoup plus limitées, dans le sens où elles s'appuient sur certains de leurs affiliés qui n'auront pas nécessairement des ressources pour s'organiser. Donc là-dessus, je dirais il y a une complémentarité entre les
les institutions existantes et les campagnes qui sont menées au niveau local et international à l'échelle des entreprises. Et c'est ces campagnes-là qui aujourd'hui manquent cruellement de moyens, contrairement aux institutions internationales. Et c'est à ces campagnes-là qu'il faut pouvoir allouer plus de fonds, notamment très concrètement en termes de coordination, ce qui coûte extrêmement cher dans tout ce qu'on a décrit. Aucun de nous trois en a parlé, mais c'est la question de la traduction. Et dans tout notre travail, dans toutes les réunions, dans toutes les comment sont définies les revendications, effectivement, c'est toujours un travail complexe entre l'articulation entre les revendications qui sont portées au niveau local et celles qui peuvent être portées au niveau international. Et tout ça, en fait, ça nécessite des échanges qui, du coup, sont extrêmement complexes du fait des différentes langues, du fait des différentes réalités aussi juridiques entre les États. Qui fait qu'on va être toujours un peu sur ce fil à faire en sorte que les revendications qui vont être portées, c'est celles qui sont définies par les gens. Et donc, vu de l'extérieur, c'est parfois pas très cohérent. L'exemple, la question des statuts où il y a une divergence en fonction des zones géographiques. Parfois, c'est pas suffisamment ambitieux, comme nous, ce qu'on a pu voir à McDo, où on est passé d'une lutte contre les bas salaires à une lutte contre les violences sexistes. Mais en tout cas, ces revendications, c'est celles qui sont portées par les travailleurs eux-mêmes et ce n'est pas nous qui les choisissons. Et c'est la manière dont elles vont être articulées entre les différents pays pour pouvoir en faire une stratégie gagnante vis-à-vis de l'entreprise. Sur le rôle des États, des élus, etc., au niveau des États, dans un premier temps, je pense que le rôle principal des États, c'est de donner un cadre législatif. Et aujourd'hui, on voit que ce cadre, que ce soit en termes de droit du travail ou que ce soit sur la question de la régulation des multinationales, sur les questions fiscales notamment, il est complètement en train de s'effilocher. Nous, on travaille beaucoup aussi dans le cadre des différentes campagnes sur vous avez peut-être entendu parler de la loi sur le devoir de vigilance qui a été votée en 2017 en France, qui vise justement à rendre responsables les sociétés mères des activités qui sont mises en œuvre dans les filiales et auprès des sous-traitants partout dans le monde. Donc, comme ça, sur le papier, c'est un outil exceptionnel qui va nous permettre de reconnaître la responsabilité, par exemple, de Zara ou Mango dans l'effondrement de l'usine Rana Plaza au Bangladesh qui a fait la mort de qui a entraîné la mort de plusieurs centaines de travailleurs. Mais en réalité, en fait, ces outils législatifs sont très peu ambitieux. Actuellement, il y a des négociations à l'échelle européenne autour d'une directive européenne de régulation des multinationales du même type. Et ce vers quoi on se dirige est encore moins ambitieux que la loi française. Et pour le cas de McDo, par exemple, la firme McDonald's n'est pas éligible à cette loi sur le devoir des multinationales. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est sur une entreprise qui est organisée de manière juridique avec un morcellement de plein de petites structures qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Alors évidemment, quand on va dans un McDo, c'est toujours le même McDo, mais en réalité, chaque restaurant est une entité juridique différente, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même pas attaquer McDonald's comme étant une multinationale. Ça paraît complètement dingue, mais c'est aussi tout ce système de franchise qu'il y a derrière qui permet ça. Et la même chose sur les questions fiscales, où aujourd'hui, les failles, en fait, toutes les failles juridiques qu'il peut y avoir dans les différents États, les multinationales, elles vont s'engouffrer dans ces failles-là. Donc, pour moi, le rôle des États, c'est avant tout de combler ça et de donner un cadre juridique qui va aider les mobilisations des travailleurs, des riverains, pour pouvoir se battre contre les abus qui sont perpétrés par ces entreprises. Et l'exemple que tu citais là de l'après-m à Marseille, ce qui est intéressant, c'est que, alors,
nous, on a beaucoup milité avec eux, puisque avant d'être un fast-food solidaire des quartiers nord de Marseille, c'est des salariés de McDo qui ont créé leur syndicat pour obtenir des meilleures conditions de travail, notamment qui sont beaucoup battus pour un 13e mois qu'ils ont obtenu. Et donc, à l'origine, l'Après-m, c'est ça. C'est le McDo de Saint-Barth avec des salariés qui montent un syndicat et qui s'organisent. Et en fait, effectivement, ça devient un bastion syndical en France qui inspire aussi dans d'autres villes et qui devient la bête noire de McDo et la personne à abattre, quoi, notamment les leaders syndicaux qui deviennent des personnes à abattre. Et la seule solution qu'a trouvé McDo, c'est de faire fermer ce restaurant pour pouvoir licencier économiquement tout le personnel qui constituait justement un des bastions syndicaux. Donc là, en l'occurrence, le rôle que peuvent avoir les élus, c'est ceux qu'ils ont à Marseille, qui pourraient avoir probablement plus encore, qui est de soutenir, là en l'occurrence, c'est pas un franchisé, mais c'est des salariés qui se sont réappropriés le restaurant dans lequel ils ont travaillé pour en faire un lieu de restauration solidaire à destination des quartiers populaires du nord de Marseille. Et là, en l'occurrence, effectivement, pour les élus, c'est typiquement ce dont ils ont besoin, hein, c'est le versement de subventions pour faire tourner leur projet. Et ensuite, peut-être pour la dernière question, ouais, je m'arrête là. Comment on s'organise contre les firmes multinationales françaises dans les pays où elles sont implantées? Comme partout ailleurs, l'enjeu de s'organiser, il est le même, quels que soient les pays et quelles que soient les cibles. Et effectivement, l'intérêt de cibler des firmes multinationales françaises, c'est qu'on va... Pour certaines, elles s'impliquent selon un schéma néocolonial, donc dans les pays des anciennes colonies. Et donc, il va y avoir, nous, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des travailleurs, notamment, qui vont être plusieurs à parler la même langue et qui facilitent le travail d'organisation internationale, quoi. Oui, merci beaucoup pour les questions très, très intéressantes. Oui, moi je pense que sur la question des revendications, la construction des revendications à l'international, moi j'ai l'exemple de l'AG européenne qui était très intéressant, où en fait il y avait des porte-paroles de tous les pays qui finalement, en expliquant leurs revendications locales, on montrait que tout se recoupait et qu'ils étaient finalement tous exactement sur les mêmes plans. Et on a pu créer une charte commune de revendications, alors qui est un peu un catalogue, certes, mais qui en fait reprenait malgré tout, recroisait finalement les revendications de tous les pays. Et ce qu'il y avait, quand on essayait de voir quelles étaient celles qui étaient le plus revendiquées dans le plus de pays, c'était quoi? C'était salaire minimum horaire, déjà. Évidemment, la base, c'est-à-dire un salaire garanti minimum horaire, mais aussi, et c'est là que c'était très intéressant, parce que c'est des travailleurs de plateforme, la prise en compte de cette spécificité du travail, et ils avaient aussi en tête d'avoir la question de la transparence de l'algorithme. Et ça, c'est apparu directement dans l'AG comme étant aussi une question importante. Et donc ça, je pense que ça doit aussi faire écho et que les syndicats qui n'en sont pas toujours là, parce que c'est vrai qu'ils ont du mal à se mettre à cette question du travail de plateforme parfois, donc travaillent sur ces revendications de nouveaux droits syndicaux numériques, ce qui est pour l'instant vraiment à l'état embryonnaire. Parce que la question, c'est comment négocier l'algorithme pour les syndicats. C'est comment contrôler. Dans la loi espagnole, il y a cette question d'un registre public de l'algorithme et donc, en fait, des employeurs. Donc, tout ça, c'est des nouvelles questions qui se posent et il faut que les syndicats les prennent en main aussi. Ce qui pose la question du lien entre collectif et syndicat également, donc avec cette méfiance réciproque, parce qu'elle est vraiment réciproque en l'occurrence au départ. Et donc c'est très complexe parce que c'est repartir de nouvelles identités collectives que les syndicats n'ont pas forcément, ont des difficultés à appréhender parfois. Après, il y a aussi le lien entre tous les travailleurs de plateforme qui est très difficile à faire, entre coursiers, chauffeurs, click workers. Donc faire en sorte que ces travailleurs de plateforme aussi créent une unité entre eux, ce qui est très très éloigné. Quand on a un click worker en Inde et un coursier en Italie, il n'a pas forcément, il voit pas forcément le lien, mais il y a quand même cette vision
politique. Je trouve que justement aussi à l'AG européenne et à l'international maintenant, il y a cette vision très politique de se dire que les travailleurs de plateforme, les luttes des travailleurs de plateforme ne sont pas du tout limitées à eux-mêmes, et surtout pas aux coursiers et aux chauffeurs, mais bien à tous les travailleurs précaires et à tous les travailleurs plus généralement. Donc leur affiche, leur slogan, c'était aussi « Not just for us, but for everyone ». Parce qu'ils sont les nouveaux prolétaires. Donc évidemment qu'ils sont à l'avant-garde, mais ils sont aussi le fer de lance d'une lutte qui est bien plus globale et qui concerne tous les travailleurs, évidemment. Donc maintenant, sur les migrants, c'était vraiment important de poser cette question parce qu'en effet, la population actuelle des coursiers, c'est majoritairement, par exemple, en Belgique, on l'a estimé à 60% de travailleurs sans papier. Dans plein, et en Espagne, en Italie, n'en parlons pas, etc. Donc c'est évident que depuis 2013, au départ, ça pouvait être des étudiants, des artistes en indépendant complémentaire, etc. Maintenant, avec la dégradation croissante des conditions de travail dans ces métiers, en fait, on est arrivé à vraiment une population très, très homogène, en effet, de migrants et de sans-papiers. Et donc, une des revendications qui apparaissent centrales maintenant dans ce mouvement, c'est en Belgique, par exemple, c'est certain. En France, peut-être pas. Il y a eu toute la question des frichtis, mais c'est la régularisation des sans-papiers. Donc, c'est essentiel. Alors, évidemment, avec toutes les questions que ça pose, différemment dans chaque pays, mais ça devient, en tous les cas, dans le secteur, très, très important. Et finalement, c'est toujours et c'est très, très important aussi que les précaires se relient aux sans-papiers, les comités de sans-papiers, avec toute la difficulté qu'ont de nouveau les syndicats à s'articuler sur ces questions, même s'il y a dans certains syndicats des comités sans pape qui fonctionnent en Belgique, entre autres. Donc, voilà. Et j'avais une dernière chose sur les pays... Ah non, pour la commune, la question sur qu'est-ce qu'on peut faire dans une commune. On a eu cette question à Bruxelles. Moi, je travaille avec les collectifs à Bruxelles. Il y a des demandes de lieux de convivialité, comme tu disais, mais il y avait aussi des repères vélos. Ça, c'est un super... Et c'est dans plein de pays, ça a été vraiment des lieux très, très importants de mise en lien et de création de lutte. L'idée de créer des espaces de réparation de vélos, puisque ça leur est très très utile, et donc du coup ils sont fréquemment là, et ça c'est vraiment à mon avis un des points qui peut les rassembler. Et enfin, sur le pays, qu'est-ce que peut faire un pays contre les firmes multinationales? Je dirais que si on prend le cas sur les questions qui m'occupent là, sur le cas espagnol, comment l'Espagne, finalement, est un peu toute seule avec ce modèle de salariat pour les travailleurs de plateforme. Donc, c'est une loi qui vient d'être édictée, qui n'est plus une loi, mais un décret déjà. Mais bref, mais qui est passé en mai, là, tout récemment. Alors, on peut se demander si ce n'est pas une loi cosmétique, de nouveau, parce que les lois ne sont pas forcément, malheureusement, la suite de la jurisprudence. Enfin, c'est pas forcément parfois, c'est des lois qui, au contraire, contre la jurisprudence. Celle-ci, elle est censée, donc, elle donne deux choses importantes. Présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. Pour les riders uniquement, elle est limitée aux coursiers. Déjà, c'est très, très, très limitant. Et elle donne aussi donc cette histoire de registre des algorithmes, ce qui est un point important. Mais on voit bien à quel point finalement cette loi qui a fait la promotion de Podemos a des difficultés à s'appliquer. Pourquoi? Parce que les plateformes, très vite, ont dit nous on comme stratégie de créer des sous-traitants qui vont donc pouvoir contourner la loi, mais comme ça s'est fait depuis très longtemps. Mais là, de nouveau, ça va être le cas. Donc voilà, comment à chaque fois, finalement, des lois peuvent être peut-être cosmétiques, mais bon, j'espère que la loi espagnole servira plus que ça, mais en tous les cas, c'est un exemple d'un pays qui essaye de promouvoir un autre modèle sur le cas des travailleurs de plateforme. Thank you. I'll answer 3 of the questions just to save some time, and I'll try and roll 2 into one.
So first there was a clarificatory question from the gentleman over there about imperialism, and there was a question here about whether we could apply some of the same policies that apply to cultural workers to Uber drivers, for example. And I think I would try to thread the two together. Je vais répondre à 3 questions, mais je vais en mixer 2 ensemble. La première sur la clarification sur l'impérialisme et la seconde sur le lien, est-ce qu'on peut changer, faire en sorte que les intermittents du spectacle aient le même statut que les travailleurs ubérisés aient le même statut que les intermittents du spectacle. So because capitalism is fundamentally the logic of expansion, of accumulation, of increasing profit, there's a tendency for corporations to increase in size. So you can't survive unless you become regional, you can't survive unless you become national, and you can't survive unless you become international. Le capitalisme est une idéologie, un mode de fonctionnement social qui se base sur l'accumulation des profits. Ça fait que généralement les entreprises qui réussissent entre guillemets deviennent de plus en plus grandes, donc elles vont devenir régionales, puis nationales, puis transnationales. At the point at which you acquire monopoly power or become a national force and seek to go internationally, it becomes in your government's, in your state's national interests to facilitate that process. Et à partir du moment où une entreprise a un monopole dans un des pays et veut devenir une transnationale, ça devient dans l'intérêt de l'État-nation dans lequel l'entreprise est implantée de faciliter le fait qu'elle devienne de plus en plus importante. This is basically the Leninist conception of imperialism, which I think has been vindicated through history. C'est la conception de Lénine de l'impérialisme. A good example, in Guatemala in the 1970s, some land reforms were passed that would have increased the taxes for the US United Fruit Company. Un bon exemple, c'est au Guatemala en 1970, enfin dans les années 70, où des réformes territoriales ont eu lieu qui allaient augmenter les taxes sur les entreprises. The company petitioned the US government to change the government of Guatemala at the time, installing a dictator, a fascist dictator effectively, and 200,000 people were massacred using kill lists of leftists that the US government gave to their new fascist dictator. And you can read about all of this in declassified CIA documents. It's in the historical record. Les entreprises ont fait une pétition auprès du gouvernement guatémalien pour empêcher... US government. Les États-Unis ont fait une pétition auprès du gouvernement guatémalien pour empêcher que cette réforme passe. Et il y avait des listes avec des noms dans le but de tuer les personnes qui s'opposeraient à leur pétition et à tout ça. Et tout ça, ce sont des informations déclassifiées qu'on peut lire, qui sont publiques de la CIA. And you can point almost anywhere on a map, and there are countries that will have very similar stories, whether they're more or less violent. Et on peut regarder à peu près partout dans le monde, et il y aura des histoires similaires qui sont plus ou moins violentes. So the international economic system that we have was, in a sense, built on violence and emerged from the colonial balance of relations between the global north and the global south. Le système économique qu'on a actuellement est quasiment entièrement basé sur la violence et historiquement lié à l'histoire coloniale entre les nations du Nord et les nations du Sud. And it's taken on since much more subtle forms. So for example, now we have international trade agreements where companies can sue states, but they sue them in private tribunals that are run by experts who are often staffed by people from corporations. Et donc aujourd'hui, maintenant, on a des corporations qui, au travers d'accords commerciaux, vont avoir la possibilité d'emmener au tribunal des États-nations entiers avec, dans leurs tribunaux, en fait, ils sont des tribunaux privés, des avocats, des experts qui sont payés par ces entreprises. So the question of why couldn't we take this existing policy, which works very well, and apply it to Uber drivers, to other forms of precarious labor, is a good one. And maybe we should adopt that kind of policy. But I think the more important question is, why aren't we adopting it? Et donc peut-être que le fait que les travailleurs ubérisés aient le même statut que les intermittents du spectacle est une bonne chose, mais le problème n'est pas de savoir si c'est une bonne chose ou non, c'est en fait tout simplement on ne peut pas le faire et il faut se poser la question de pourquoi on ne peut pas le faire.
And in my view, the answer to the question, and the thing that connects the three struggles that we talked about today, is that the international economic order was built to protect capitalism from democracy, to borrow a passage from an economic historian. Et ma réponse, et ce qui lie à peu près ce dont nous avons parlé actuellement, c'est le fait que notre système économique est basé sur le fait de protéger le capitalisme de la démocratie. So all of these fights are, in fact, struggles for democracy, struggles for workers' rights to be respected, struggles for the material needs of people to be met by their governments, which they're not. The situation's getting worse almost everywhere. Et donc toutes ces luttes sont le fait des luttes pour les droits démocratiques et pour les droits des travailleurs partout dans le monde, pour simplement que les travailleurs aient les besoins, que les gouvernements répondent aux besoins de leurs travailleurs et de leur peuple. Now, the third question I wanted to answer was, why do we need a new international? And I can be very quick, or try to be very quick. There are a lot of internationals. There are a lot of attempts at building internationalism. La question suivante, c'est celle de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle internationale. Et donc, actuellement, il y a beaucoup d'internationales différentes. We have the International People's Assembly, which is a group of revolutionary Marxist-Leninist groups that does a lot of organizing on the ground in communities, which is the kind of work that we were not built to do. Il y a l'Assemblée internationale qui est de tradition marxiste-léniniste, dont le but est d'organiser directement les travailleurs sur le terrain, sur le lieu de travail, ce qui n'est pas ce que nous faisons. We have several contenders to the Socialist International, the Fourth International, most of which are just websites. Il y a les différents partis proches de la 4e internationale qui sont en vérité pour la plupart simplement des pages web. We have incredibly powerful syndicates and unions of unions that operate around the world and do precisely the kinds of campaigns that we're doing now. And we work very closely with all of them. There are the ITUC, Uni Global, lots of others are part of our Make Amazon Pay coalition, and we help coordinate the activities that they had already been doing. This was always a collective process. Mais il y a également de nombreux syndicats au travers le monde qui font ça aussi très très bien. Il a cité plusieurs noms, malheureusement je n'ai pas tout retenu. Uniglobal et la CES. Et nous travaillons avec elles à l'international. Ah non, pardon, c'est pas la CES en fait. ITUC as well, anyway. And there's a lot of other expressions of internationalism, which are incredibly valuable, but it's a rich space. And I think the way, the World Social Forum is being reconstituted now, a few others, I won't go through the list, but I think the thing that we've tried to consciously set ourselves apart from the rest, or the way in which we try to set ourselves apart, is by focusing on action, by focusing on getting people into the streets, getting people to talk to each other, not only within Europe and the US, but also across the global north and the global south, and then organizing campaigns that always produce material outcomes and material actions, which is something that I think some of these other experiments, recent experiments with internationalism, like the World Social Forum, were never set up to do. And we also speak with them quite a lot. Et notre spécificité, c'est le fait que toute organisation se base sur l'action concrète et sur le fait de lier les travailleurs de tous les pays, mais surtout en particulier les travailleurs du Sud et les travailleurs du Nord ensemble pour qu'ils puissent se parler et comprendre en quoi leurs luttes sont globales. Et on se concentre sur des campagnes qu'on mène dont on sait qu'elles peuvent produire des résultats concrets. Thank you. Really excellent questions. Merci à vous. Très bonne question. Encore un grand merci à tous les trois. On a débordé, désolé d'avoir débordé, mais bon, voilà, ça valait le coup, je pense. Et un grand merci, ouais. Je pense que de toute façon, je vais pas en rajouter. Pavel, ton intervention faisait une très bonne conclusion. L'internationalisme du XXIe siècle sera celui de l'action. Hein. Merci Anne, merci Marielle. Merci Tomek pour la traduction, merci encore Pavel et merci à tous et à toutes et je vous souhaite une bonne suite d'amphi. Profitez bien de toutes les autres conférences, de tous les débats, puis évidemment de tous les moments de convivialité aussi en cette rentrée politique. Merci à tous et toutes.